Alors, je me présente, Nicolas Lebrun, donc géographe, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'université de Picardie Jules Verne. Et je vous propose de parler de quelque chose qui, dans l'actualité, revient assez souvent dernièrement. C'est ce qu'on appelle la France moche. Alors, je vous précise un petit peu l'entrée que j'ai privilégiée dans la mesure où moi, je ne suis pas un spécialiste à proprement parler du zéro artificialisation net. Je suis davantage un spécialiste de géographie du commerce. Et donc, la France moche, je vais l'appréhender principalement par cette entrée-là, c'est-à-dire par une entrée thématique, plutôt que par le problème global de la consommation foncière. Et je vais davantage appréhender donc le lien qu'il y a entre les enjeux marchands et d'autre part cette question de la consommation d'espace des zones commerciales d'entrée de ville sur les 50 dernières années et sur en gros les projets qu'ont les politiques quant au devenir de ces zones. Alors, il y a aujourd'hui un consensus pour dire que ces zones d'entrée de ville sont moches, ou du moins il y a un consensus, je dirais, dans les médias. C'est-à-dire que les médias, les politiques, en gros, s'accordent tous à dire pour que ces zones soient particulièrement moches. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'elles n'ont jamais été aussi importantes et en surface et en fréquentation. 72% de vos achats, de nos achats, sont faits dans des zones commerciales périphériques. Alors, on va essayer d'un petit peu de comprendre cet élément-là et voir comment on en est arrivé à avoir des espaces aussi vastes et en même temps aussi décriés et comment ça demeure compatible ou pas avec des objectifs de sobriété foncière, notamment dans un contexte de meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, l'expression elle-même de France moche, elle n'est pas si vieille que ça. Elle a une dizaine d'années. C'est un bon mot journalistique au départ. Donc, c'est lié à cette une de Télérama en 2010. Donc, halte à la France moche, où il y avait un certain nombre d'articles qui nous décrivaient en gros ce problème avec cette expression qui est restée. Où on nous dit que depuis les années 60, la ville s'est mise à dévorer la campagne avec donc un constat, c'est que les politiques jusqu'à présent n'avaient pas été efficaces, mais que vraisemblablement ce n'était pas une fatalité. Alors cette expression de France moche, elle aurait pu rester dans ce magazine donc en 2010, mais elle revient régulièrement. On a non pas sur j'ai changé de power tant que non. Voilà. On revient régulièrement. On avait par exemple une du Figaro en 2022 qui reprenait cette expression de France moche. Ça fait partie, je dirais, de ces peut-être pas des marronniers parce qu'on va pas en avoir tous les ans, mais grosso modo de ces éléments sur lesquels le politique et donc les médias se penchent de façon régulière, et ce en gros depuis que les zones commerciales périphériques existent, c'est-à-dire en gros depuis le début des années 1970. Depuis le début des années 70, pour autant, on ne l'a pas toujours appréhendé de la même façon. C'est-à-dire que la France moche, on voit clairement qu'on est sur un volet esthétique. Ce volet esthétique est devenu volet consommation foncière seulement très récemment. C'est lorsque le gouvernement, l'an dernier, a mis le doigt sur le problème de la France moche en disant il faut supprimer la France moche. Notamment au regard, je dirais, de sa consommation foncière qui n'est pas compatible avec le zéro artificialisation nette. En soi, je veux dire, le fait de consommer de l'espace n'est pas une qualité visuelle. Donc, le lien jusqu'à présent entre le moche et consommation d'espace n'était pas aussi net. Donc, c'est pour ça que
faut regarder un petit peu quels étaient les autres critères qui ont été pris en compte avant, contre lesquels on a essayé de lutter. À partir du moment où on a identifié que ces zones commerciales pouvaient potentiellement poser problème, c'est-à-dire dès leur création dans les années 1970. Alors, je reviens d'abord sur le constat qui a été fait donc par l'État donc l'an dernier. Alors ça s'est fait donc l'État a dit bon on va mettre fin dans les 20 prochaines années donc à la France moche. Donc annonce en grande pompe, septembre l'an dernier. La France moche, c'est à peu près 1000 zones périphériques en France. Sur ces et pour ça, on a débloqué un plan d'action de 26 millions d'euros. Vous doutez bien que 26 millions d'euros pour 1000 zones, tout de suite, ça limite un petit peu la faisabilité. Et ils ont dit, bon, dans un premier temps, on va sélectionner un certain nombre de zones. Et donc, ils en ont sélectionné 74 au printemps, sur lesquelles ils ont alloué cette enveloppe de 26 millions d'euros, principalement pour faire des études préalables, puisqu'avec cette somme-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre. Et en gros, il y a un constat. Leur constat, c'est que les zones commerciales, donc qui sont des zones spécialisées, donc monofonctionnelles, une seule fonction, sont gourmandes en place et donc peu respectueuses de la sobriété foncière à l'heure du ZAN. Donc, elle dit bon, puisque elles sont gourmandes en place et que ce sont des zones commerciales monofonctionnelles, la réponse proposée, c'est de les transformer en espaces dits de mixité fonctionnelle, en injectant d'autres fonctions, de manière à densifier donc ces espaces. C'est-à-dire qu'on dit, bon, à la place d'une grande zone commerciale avec plein de grandes surfaces et de grands parkings, on va réorganiser tout ça, puis on va rajouter au même endroit du logement, tout ça, à périmètre constant. Donc avec une arrière-pensée, même si elle a été clairement exprimée, je dirais, par Christophe Béchu, ministre de la Transition, ça la permettra de dégager du foncier pour faire du logement et créer des opportunités pour les acteurs du secteur, etc. Donc en gros, on était véritablement, je dirais, sur quelque chose où le commerce n'était pas véritablement au cœur du dispositif. Le but, c'était avant tout d'avoir des opportunités donc immobilières et donc financières donc pour faire de nouveaux logements, sans pour autant construire donc artificialiser de nouveaux espaces. Le problème, c'est que pour moi, ça pose trois questions, ce constat. C'est-à-dire qu'en gros, si on reprend, je dirais un constat, une réponse automatique, je dirais. C'est des zones, donc du zonage, donc on va faire de la mixité. C'est que du commerce, donc on va mettre autre chose avec, et tout de suite, ça ira mieux. C'est-à-dire que souvent, le politique a une vision avec des réponses très duales, c'est-à-dire qu'en gros, si c'est pas ça, c'est l'inverse. Alors que dans la réalité, on doit forcément nuancer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Première question que ça pose, c'est est-ce que c'est vraiment le zonage, c'est-à-dire le fait de mettre une seule fonction au même endroit, qui pose problème? Donc, est-ce que c'est ce zonage fonctionnel qui est responsable de la situation actuelle de nos entrées de ville? Est-ce que le fait d'avoir des zones spécialisées à la place d'avoir des quartiers avec différentes choses, ça pose problème. En gros, c'est deux visions classiques, je dirais, de l'urbanisme. L'urbanisme dit de zonage ou de zoning, si on veut mettre un petit peu d'anglais, ou la mixité fonctionnelle. Je dirais là, le zonage est quelque chose qui se développe, qui s'est beaucoup développé à partir des années 1950. C'est ce qu'on appelle une logique un urbanisme post-fordiste. C'est-à-dire qu'il y a une façon, d'organiser l'espace qui se veut plus efficace, de manière à regrouper les différents éléments selon leur spécialité fonctionnelle, selon leur usage.
Une fois qu'on se pose cette question-là, savoir si c'est le zonage qui est responsable, il y a encore une autre question. C'est est-ce que le changement proposé, c'est-à-dire le passage du zonage à la mixité, est-ce que ça marche pour du commerce? Parce qu'on a bien compris qu'en gros, il ne s'était pas posé la question, que le but c'était de pouvoir construire des logements. Quand même, il faut quand même se poser la question de savoir si transformer une zone commerciale dans l'entrée de ville en quartier où il y a des commerces, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est les mêmes gens qui vont venir? Est-ce que ça va fonctionner de la même façon? Rien n'est moins sûr. La seule chose qui en gros n'a pas changé, c'est la localisation. Mais en soi, si votre hypermarché, vous mettez des logements au-dessus, etc., ou que vous redistribuez complètement votre espace de manière à le densifier, est-ce qu'il va continuer à fonctionner selon les mêmes logiques? Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable au regard du fait que ces zones commerciales, elles génèrent aussi un certain nombre de problèmes, notamment liés aux mobilités? Et de fait, il y a une troisième question derrière, c'est est-ce qu'on réfléchit à la bonne échelle, hein? C'est-à-dire que là encore, il y a une logique d'aménagement au sens restreint du terme qui existe, c'est ce fonctionnement par périmètre délimité. C'est-à-dire que là, en gros, on a un espace qui pose problème, les entrées de ville, on propose de refondre complètement cet espace, mais à aucun moment on regarde un petit peu comment il va s'insérer dans la ville. Et de ce fait, est-ce que ça va changer quelque chose en termes de pratique de mobilité? Est-ce qu'on aurait dû mettre ce qui était là ailleurs? Et si oui, où? Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est les trois questions qu'on va se poser de façon successive. La première question, hein, le zonage est-il vraiment responsable de tout ça? Je dis bien de tout ça, je ne sais pas au sens responsable, au sens éco-responsable ou durabilité ou je ne sais quoi. C'est vraiment dans le sens, je dirais, est-ce que c'est de sa faute? Euh, D'emblée, il y a la réponse, je peux la donner, il n'y a pas de suspense, hein, c'est clairement non. Pour une raison simple, c'est pas parce que vous allez mettre une seule fonction, en théorie, dans un espace, que nécessairement ça prend plus de place. Tout dépend de la façon dont vous allez organiser votre espace. C'est pareil, si vous mettez plusieurs fonctions dans un même espace, vous pouvez, selon comment vous aérez les choses, selon tout ça, bon, vous allez techniquement, il y a plusieurs façons d'occuper l'espace avec plusieurs fonctions. En revanche, si ces zones commerciales se sont développées, donc dès la fin des années 1960, début des années 1970, c'est clair autour, je dirais, d'un modèle de la distribution qui est la grande surface. Rappelle le premier hypermarché en France, c'est Carrefour en 1963, salle Geneviève-des-Bois. La diversification des zones commerciales avec ce qu'on appelle des grandes et moyennes surfaces spécialisées, des GMS, elle intervient à la fin des années 70, début des années 1980. C'est-à-dire qu'au départ, on est essentiellement sur des hypermarchés isolés en périphérie avec un grand parking, donc à un endroit très bien accessible par automobile. Alors, les premières lois qui essaient de cadrer tout ça, la première loi intervient en 1973. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le décalage habituel. On constate le problème et on a la réponse 10 ans après. 1973, c'est la loi dite loi Royer qui établit pour la première fois le fait qu'on crée, alors ça a changé de nom plusieurs fois, commission départementale d'équipement commercial, d'aménagement commercial, etc. Ça existe encore aujourd'hui. Alors ça a changé de formule 7 ou 8 fois, je crois, mais parce que c'était pas efficace, ça ne l'est toujours pas. On a toujours à peu près 92-93% des dossiers qui sont acceptés. Donc en soi, le côté coercitif de l'outil est limité. Et c'est justement un des problèmes. C'est parce que, en gros, si on a ces modèles de la grande surface avec parking qui s'est développé, c'est pas la faute du zonage, c'est tout simplement parce que c'était facile à faire. C'était facile à faire dans un contexte où la sobriété foncière, était totalement anachronique. Dans les années 1970, le fait de consommer moins d'espace, en soi, pourquoi consommer moins d'espace? On a plein de place et en plus,
on peut se déplacer en automobile. Donc, où est le problème? Donc, il y a ça. Donc, et en plus, le foncier était pas cher, puisqu'on grignotait de la terre agricole. Et pour ceux qui ont entendu, par exemple, Éric Charme aujourd'hui, il vous a bien dit qu'il y avait un ratio complètement différent entre la terre agricole qui est particulièrement pas chère et les terrains urbains qui sont beaucoup plus chers. C'était déjà le cas dans les années 70, pas dans les mêmes proportions, mais c'était déjà le cas. Et puis cette législation très permissive qui fait qu'en gros, vous voulez ouvrir une grande surface, c'est très facile de le faire. Euh, Ça veut donc dire que le fait qu'ils aient fait du zonage, c'est tout simplement parce qu'ils ont développé un modèle commercial qui s'appuyait uniquement sur la fonction marchande, parce que c'était des acteurs marchands. Ils n'avaient pas besoin d'articuler ça avec autre chose, ils n'en ont pas éprouvé le besoin. Et ensuite, ils n'ont pas éprouvé le besoin de densifier, alors qu'ils savent faire. Ils n'ont pas éprouvé le besoin dans la mesure où, comme la carotte ou le bâton, en gros, n'était pas très dissuasif, donc ils ont continué à faire ça pendant 50 ans. Alors pour autant, la réponse, je dirais, du politique a un petit peu évolué. C'est-à-dire que les arguments, c'est-à-dire en gros la réponse, ça a toujours été essayer de légiférer sur les autorisations de grande surface, mais pas pour les mêmes raisons. En 1973, la loi Royer s'inscrivait dans une logique qui était une logique essentiellement qu'on va qualifier de poujadiste, qui était une logique de défense du petit commerce face au nouveau, la grande surface. On est clairement sur un problème de gestion de la concurrence. À aucun moment est évoquée la question de la consommation d'espace. Le fait que ça grignote des terres agricoles, etc. À aucun moment. On est sur une question purement économique. C'est d'autant plus facile de faire une question purement économique qu'à ce moment-là, on a décidé dans le droit de l'urbanisme français, et c'est le cas à peu près dans la moitié des pays européens, de mettre le droit de l'urbanisme commercial à part du droit de l'urbanisme tout court. C'est-à-dire qu'en gros, pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une grande surface, il faut répondre à des logiques qui sont des logiques spécifiques, qui sont principalement liées, on l'a dit, à des critères économiques, et notamment à la question de la concurrence. Alors que pour établir du résidentiel, des bureaux, je sais pas quoi, c'est le reste du droit de l'urbanisme qui répond à ses propres logiques. Alors c'est un élément important, mais en soi qui n'est pas suffisant, je dirais, pour expliquer cette dérive. Il n'est pas suffisant dans la mesure où on peut très bien avoir un commerce intégré dans le droit de l'urbanisme, mais où le droit de l'urbanisme, pour autant, n'est pas plus efficace. Alors on a un contre-exemple, c'est le contre-exemple suisse. En Suisse, ils ont mis le commerce avec les autres fonctions, mais ils ont rajouté un truc très tôt, dès les années 1970, c'est cette question justement de la sobriété foncière. Et pour ça, ils ont agi sur un levier très simple, c'est qu'en gros, ils disent, bon, on s'en fout complètement de savoir si c'est des commerces, du logement, etc., qu'on implante. La seule chose qu'on va véritablement encadrer, c'est la taille des parkings. Parce qu'un parking, ça consomme de la place. Et puis, ça permet pas d'avoir beaucoup de densité. Et ça a été particulièrement efficace, au moins jusqu'à la fin des années 90. Après les années 90, ça a été beaucoup moins parce que les Suisses ont commencé à dire oui, mais nous aussi, on aimerait bien avoir des Ikea, des enseignes de genre. Il faudrait peut-être un petit peu changer votre modèle, de manière à ce que ça marche. Parce que jusque-là, ça avait particulièrement bien fonctionné, notamment pour garder tous les grands acteurs, je dirais, de centre-ville, la Migros, la Coop, donc les acteurs historiques qui ont gardé leurs grands magasins dans les espaces denses, dans la mesure où, comme ils n'avaient pas le droit de faire des parkings, ça ne servait à rien qu'ils aillent se mettre en périphérie. Donc le centre-ville a continué à fonctionner de façon plutôt pas mal par rapport à nous. Et aussi, les acteurs étrangers, type Carrefour, Auchan, ils n'ont même pas cherché à s'implanter parce qu'ils ne pouvaient pas appliquer leur modèle de la grande surface avec parking qu'ils savaient si bien faire en France.
Donc ils ont été tranquilles pendant quelques temps, sans parler commerce du tout. Donc c'est pas, je dirais, en se spécialisant, en ayant un rôle d'urbanisme qui est spécialisé sur des critères marchands, que nécessairement on va avoir des meilleurs résultats pour traiter du problème marchand. Hein, c'est un paradoxe. Alors, bien entendu, ces lois ont évolué un certain nombre de fois. Et donc, après la loi de Loyer de 1973, il y a eu un grand temps fort dans lequel on a revu tout ça. C'est à la fin des années 90, c'est ce qu'on a appelé la loi Raffarin, hein, qui n'était pas encore Premier ministre, hein, c'était sous le gouvernement Juppé. Où il y a d'abord eu un gel des grandes surfaces, c'est-à-dire que pendant 18 mois, on a interdit toute nouvelle grande surface de se développer en périphérie. Bon, après, il y a eu un phénomène de rattrapage. Hein, 2 ans après, on n'a pas vu la différence. Et pendant ce gel, ils se sont dit bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont produit la loi Raffarin. Et ça a donné lieu notamment à quelques analyses dans la foulée, hein, et notamment celle du géographe René Perron. Hein, c'est avec cet article, hein, de l'an 2000 dans la revue Norrois, très intéressant. Hein, donc, il avait intitulé Cacher ces boîtes que je ne saurais voir, où en gros, il avait fait une comparaison lexicale entre les arguments de 1973 et les arguments de 1996 en gros, pour dire, bah, en gros, rien n'a changé. Rien n'a changé et on est toujours sur le discours de l'opposition petit commerce, grand commerce, sur un certain nombre de poncifs, etc. Et donc on reprend les mêmes recettes pour les mêmes résultats et il y a peu de chances que ça marche. Mais c'est aussi à ce moment-là que sont apparus les tout premiers critères paysagers. Parce que c'était le moment aussi il commençait à y avoir des sérieux abus, hein, dans les grandes surfaces, hein, les foire-fouilles qui étaient jaune fluo et rouge, etc. Enfin toute une signalétique qui était particulièrement voyante. Hein, alors qu'aujourd'hui on a quand même des grandes surfaces qui sont certes très visibles mais particulièrement sobres par rapport à ce qu'elles étaient il y a 30 ans. C'est notamment lié parce qu'à ce moment-là, on a dit, bon, le critère paysager, on parlait pas encore de France Moche, on l'a dit, c'est 2010, on l'a quand même intégré dès ce moment-là, et on a dit, bon, il va falloir légiférer sur tout ce qui est publicité. Hein, c'est le moment où on a interdit, par exemple, non, pas interdit, on a taxé les totems, vous savez, les grands poteaux avec un truc lumineux, souvent en haut, avec le nom de l'enseigne. Alors on a taxé les enseignes qui étaient en haut des totems, mais pas les totems eux-mêmes, du coup, souvent les poteaux sont restés. Et... Euh, et donc, c'est le début, je dirais, d'une réflexion sur le paysage. Mais rien pour l'instant encore véritablement sur le rapport environnemental, consommation d'espace, etc. Ça va arriver par l'extérieur, je dirais, à partir de 2006. Et je dis par l'extérieur parce qu'en gros, ça va arriver parce que l'Union européenne a produit ce qu'on appelle la directive service, hein, qui est donc un document donc de cadrage réglementaire pour le respect de la concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont dit bon, maintenant en France, vous n'avez plus le droit, je dirais, en gros, d'autoriser ou non une grande surface au regard du fait qu'il y a déjà des concurrents. C'est bête, je veux dire, le seul critère qu'on avait, c'était ça. Donc il y avait deux solutions. Soit bah, il laissait tomber ce système-là, ils en faisaient un autre, soit ils changeaient les critères. Et c'est là qu'ils ont mis des critères environnementaux. Voilà, donc en 2008, hein, il y a eu les premiers critères environnementaux. Hein, en gros, bah, les commissions départementales d'aménagement commercial étaient avec la même composition, c'était les mêmes acteurs, c'était les mêmes règles. La seule chose qui changeait, c'est qu'à la place de regarder s'il y avait des concurrents, on regardait si les bâtiments étaient bien isolés et si donc il y avait un effort paysager qui était fait. Voilà. Donc, pas encore d'éléments sur la consommation d'espace ou sur l'imperméabilisation des sols. Ça va arriver progressivement ensuite. À partir de 2012, on va voir, et là encore, vous allez voir, c'est particulièrement virulent, on nous dit, bon, on va lutter contre l'artificialisation des sols. Hein. Désormais, 30% des parkings devront ne pas être artificialisés, c'est-à-dire devront être perméables. C'est-à-dire vous pouviez continuer à faire le parking de la taille que vous voulez, du moment qu'il y ait 30% des places qui ne soient pas goudronnées.
Voilà. Et c'est seulement, je dirais, très récemment, hein, donc à partir du moment où il y a eu, ça arrivait légèrement avant, hein, qu'on a eu cette réflexion, commencé à avoir la réflexion sur le zéro artificialisation nette, qu'on a notamment pris en compte un certain nombre d'autres critères. Notamment parce on s'est rendu compte que, en gros, on pratiquait dans le commerce ce que je qualifie d'urbanisme jetable. C'est qu'en gros, quand vous avez une grande surface que vous avez, que vous voulez mettre aux normes et que la mettre aux normes c'est trop compliqué, bah vous en construisez une autre à côté. Donc forcément, ça consomme de l'espace à côté ou un peu plus loin, enfin peu importe. Et donc vous générez de la friche, c'est-à-dire de la friche de croissance. En gros, parce que ça marche bien, vous générez de la friche. Donc c'est un paradoxe. Donc là, ils ont commencé à dire, bon, à se poser la question en commission départementale d'aménagement commercial. Pour ma part, je siège dans celle du Pas-de-Calais depuis une quinzaine d'années. Et on a commencé à avoir des discours sur, oui, bon, et qu'est-ce que va devenir la parcelle que vous quittez? Bon, sans que c'est énormément d'effets, parce que souvent, c'était pas le même propriétaire entre la parcelle, le départ, et puis l'enseigne qui voulait s'implanter. Mais on voyait qu'il y avait un cheminement qui se faisait. Et c'est pour ça qu'en gros, on arrive aujourd'hui à ce virage, hein, complètement lié à la loi de sur-artificialisation nette, où on nous dit, bon, bah, faut supprimer maintenant les zones. Alors, on est passé en gros d'un extrême à l'autre. Sauf que, comme souvent, je dirais, l'annonce en gros de la suppression des zones a, a précédé la réflexion sur comment on allait faire. C'est comme pour la zéro artificialisation nette, hein, où en gros on a dit faut arrêter l'artificialisation nette à l'horizon 2050. Puis après on s'est dit bon bah comment on va définir l'artificialisation, voilà, on est toujours dans cette logique où les effets d'annonce précèdent en quelque sorte la réflexion, qui parfois met très 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 longtemps à se mettre en place. Donc les dérives esthétiques dans les années 2000, le critère économique qui reste d'abord le seul critère jusqu'à vers 2006, et ensuite ces éléments avec deux éléments. Donc 2018, on s'est dit bon, le préfet va peut-être avoir un droit de regard un petit peu plus, parce que c'est essentiellement les commissions départementales d'aménagement commercial sont composées d'experts minoritaires, aménagement du territoire, etc. Et surtout d'élus locaux. Et les élus locaux, je veux dire, d'une façon générale, alors ça a changé au fil du temps. Je veux dire, dans les années 80, on leur promettait des emplois, de la taxe professionnelle, pardon. Dans les années 2000, on leur promettait de l'emploi, puisque sous Sarkozy, la taxe professionnelle a été supprimée. Et donc, en gros, bah, ils arrivaient toujours à se faire convaincre par les promoteurs marchands qui voulaient mettre en place sur leur commune quelque chose. Et d'où le fait que, comme ils sont majoritaires dans les commissions, ça n'a jamais été efficace. Alors, une fois qu'on a vu un petit peu pourquoi on est arrivé à cette situation et que le zonage n'était pas vraiment responsable, que c'était plus, en gros, je dirais, une gestion un petit peu laxiste de la question du développement des grandes surfaces, en employant des critères qui n'étaient pas des critères environnementaux jusqu'à très récemment. Il faut se demander si le changement proposé est viable pour le commerce. En gros, l'idée, c'est de savoir pourquoi on fait du zonage et qu'est-ce que ça implique. Bon, on a dit le zonage, on l'a fait dans les années 1970, d'une part parce que ça correspondait à un modèle économique, celui de la grande surface, de la grande distribution. D'autre part, c'était super facile à faire puisqu'on obtenait toutes les autorisations qu'on voulait et puis on pouvait consommer de l'espace pas cher, etc. Ensuite, le zonage, ça permet de se mettre à des endroits particulièrement bien accessibles, à côté d'un échangeur, d'une rocade, etc. Donc ça permet de s'appuyer sur une large aire de chalandise. Ce qui veut dire que si vous mettiez les mêmes commerces au cœur d'un quartier, bah, d'une part c'était moins accessible, et on était confronté à un autre problème, c'est que y a un télescopage entre l'image du quartier et l'image de la zone commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des hypermarchés qui sont dans des cités ou dans des quartiers généralement assez peuplés, mais généralement ils marchent moins bien parce qu'en gros, il n'y a que les gens du quartier qui y vont.
Hein, les autres, ils disent non, je vais pas là-haut. Moi. Donc voilà. Alors que si vous le mettez le même, je dirais, à la sortie, à la sortie du quartier, à un endroit neutre, entre guillemets, donc il va y avoir une fréquentation beaucoup plus grande. Donc le zonage en soi, c'est une façon de séparer la fonction marchande des autres fonctions de manière à ce que le lien avec les autres fonctions donc ne parasite pas en gros le message marchand. Donc, bah, si vous transformez votre zone commerciale en quartier, bah, vous allez de ce fait réduire de facto son aire de chalandise, même si vous ne la changez pas de place, parce que on aura l'impression qu'elle n'est pas faite pour vous, quoi. Voilà. Alors, c'est une opposition, je dirais, entre deux logiques. Hein. Une logique, je dirais, que je qualifie de centralité de polarisation. C'est en gros la logique initiale des grandes surfaces. C'est on crée un pôle accessible, attractif pour qu'il soit attractif. On met le paquet sur l'offre de manière à faire venir le maximum de gens. Il faut une offre la plus large possible pour faire la différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu autant de zones commerciales parce qu'en gros il y avait de la concurrence entre elles et que donc il y a une course donc au développement des zones commerciales. Donc ça c'est la logique de la zone spécialisée notamment d'entrée de ville. Et vous avez ce qu'on peut qualifier de centralité d'ancrage qui s'est développée à la même époque, hein, qui existait déjà, hein, qui est mais qui n'a pas marché trop. Hein, c'est sur la logique d'appropriation d'identité, c'est le petit centre commercial que vous mettez au cœur du quartier. Avec une offre qui est adaptée au territoire d'implantation. Hein, profil socio-économique des gens qui habitent dans le coin, donc taille des commerces qui est liée au fait qu'on n'en met pas trop non plus parce qu'on sait très bien qu'il y aura que les gens du coin qui viendront, etc. Donc espace de mixité fonctionnelle, donc logique de quartier. Hein, c'est en gros presque une opposition, je dirais, entre du commerce de proximité et de la grande surface. Mais nos grandes surfaces qui sont développées à partir des années 70, bah, elles sont devenues un petit peu, je dirais, des couteaux suisses, je dirais, en termes de production de centralité. Hein, parce que, en gros, hein, elles ont gardé leur centralité de polarisation originelle, hein, à miser sur l'attractivité. Elles ont généré aussi une centralité de positionnement, c'est-à-dire qu'en gros, nos zones commerciales, quand elles ont été construites dans les années 60-70, c'était avant la périurbanisation. C'était un truc fait pour les citadins. On mettait ça loin parce que c'était là qu'il y avait de la place. Il n'y avait pas encore énormément de navettes, ville-campagne, etc. Hein, la périurbanisation n'était pas très forte. La périurbanisation s'est fortement développée à partir de la fin des années 70 et dans les années 80-90. Et donc, à partir de ce moment-là, nos zones commerciales qui étaient périphériques sont devenues centrales pour plein de gens. Tous ceux qui faisaient un trajet domicile-travail, ville-campagne chaque jour. Et donc, ça a contribué à renforcer, je dirais, ces zones commerciales-là. D'autant que la plupart des périurbains n'avaient pas énormément de commerce dans leur village, voire pas du tout. Et comme ils n'avaient pas de commerce dans leur village, bah, en gros, leur centre commercial où ils se sentent chez eux, bah, c'est la zone commerciale en question. C'est-à-dire qu'on a créé une centralité d'ancrage délocalisée en quelque sorte. C'est pas celle qui est à côté de votre lieu de résidence, c'est celle où vous allez le plus souvent parce que vous passez tous les jours devant. Et donc là, bah, en gros, c'était le jackpot quoi, je veux dire, pour nos zones commerciales, et c'est ce qui explique qu'elles fonctionnent aussi bien aujourd'hui. C'est que bah, elles polarisent parce qu'elles ont une offre forte. Elles sont le centre commercial de référence parce que elles étaient dans des espaces neutres et donc elles étaient en gros avec une offre consensuelle. Et c'est paradoxalement, je dirais, parce qu'ils avaient une offre neutre et consensuelle qu'on trouve la même partout, qu'ils ont réussi à séduire autant de monde. Parce que bah, c'est pas clivant. C'est pas clivant, je veux dire, en gros, tout le monde s'y retrouve, notamment ceux qui n'ont rien d'autre. Hein, et notamment les périurbains et une partie des banlieues qui se sont développés ensuite se sont développés sur une logique de zonage résidentiel, c'est-à-dire d'endroits où il n'y avait que du résidentiel. Bah forcément, s'il n'y avait que du résidentiel, il n'y avait pas de commerce. Et donc, bah, ces zones-là bah, ont capté un peu l'identité. Et c'est comme ça qu'après, aujourd'hui, bah, lorsqu'on a, on a un certain nombre d'analyses sociologiques qui sont menées sur nos zones commerciales,
Ils disent, mais pourquoi les politiques ils disent que ça s'appelle de la France moche? Je veux dire, nous on les aime bien, on y va régulièrement, c'est là que on y va se promener avec les enfants, on fait toutes nos courses, etc. Parce que justement, c'est beaucoup plus agréable le centre-ville. C'est pas chez nous. C'est quelque chose qui déjà n'est pas très accessible, mais qui nous ressemble pas, qui n'est pas lié à notre façon de vivre au quotidien. Et donc, on a ce décalage très fort entre les représentations de la majeure partie de la population pour lesquelles c'est moche, mais ils s'en moquent totalement dans la mesure où c'est chez eux. Ils y vont pour consommer, ils y vont pas pour admirer les lieux. Ils y trouvent tout ce qu'ils cherchent, donc ils continuent à y aller. Et le politique qui arrive avec un discours bien pensant en disant ah bah oui, mais vous vous rendez pas compte, esthétiquement, voilà. Alors, on rappelle que le critère esthétique, il y a 20 ans, il n'existait même pas. Hein. Je veux dire, c'est simplement qu'il a pris le relais du discours économique parce que le discours économique, il marchait pas. Hein, donc, on a ces éléments-là. Alors après, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire, grosso modo, hein, je veux dire, alors bon, si jamais on passe à de la mixité fonctionnelle, on voit bien que c'est pas forcément la bonne solution, parce que on va passer dans une logique stricte de centralité d'ancrage. Donc il y a une autre solution, c'est de dire, bon, ben, on va reprendre notre zone commerciale et on va la rediviser en deux morceaux. Dans un cas, on va tasser tous nos commerces qu'on avait dans la grande zone, mais on va mettre ça sur un espace plus petit. Puis à côté, on va faire une autre zone avec autre chose, du résidentiel par exemple. Ça, tout le monde est content. Je veux dire, les promoteurs immobiliers parce qu'ils font leur logement, les commerçants de la grande distribution parce qu'on les a pas virés. Mais en soi, bah, on n'a pas fait de la vraie ville. On a continué à faire du zonage. On nous a vendu de la mixité, mais en gros, en nous mettant deux zones côte à côte. Sauf que ces deux zones côte à côte, en soi, elles posent problème, d'autres problèmes, je veux dire, environnementaux que la simple consommation d'espace. C'est-à-dire que là, on résout un problème, celui de la consommation d'espace, mais on ne résout pas le problème le plus important, c'est celui de la gestion des flux. C'est qu'on est sur des espaces qui sont particulièrement attractifs, essentiellement par automobile, parce qu'ils ont été conçus pour être accessibles par automobile. Ils sont généralement assez mal desservis par les transports en commun, etc., parce que ça représente une part infime de la clientèle. Et donc, en soi, si vous mettez votre zone commerciale plus dense, à côté toujours du même échangeur, l'échangeur continuera toujours à drainer de la population. Donc, des badauds et de la clientèle, pardon. Et donc, on se dit, mais est-ce que c'est pas le moment justement de se dire, si nos zones commerciales, d'entrée de ville, en gros, ne marchent pas, est-ce qu'on ne doit pas essayer de mettre du commerce ailleurs? Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Il y a déjà essayé de réinjecter du commerce, de recréer de la centralité dans toutes les friches qu'on a laissées de ci, de là. Et notamment dans les friches qui sont dans des espaces de transport, mais à un endroit plus proche du centre, par exemple. C'est-à-dire là où des pratiques de proximité et là où des pratiques de mobilité non motorisées donc peuvent être une alternative. Si votre zone commerciale a été conçue dans les années 70 pour être accessible en automobile, elle sera toujours loin. Donc il y aura toujours ce problème, je dirais, de la gestion de la mobilité. Alors que si vous refaites la même chose mais plus près, vous donnez les conditions pour, en quelque sorte, gérer la proximité. Mais pour ça, il faut réfléchir à une autre échelle. Il ne faut pas réfléchir à l'échelle de la parcelle. Il faut essayer de se dire, bon, tout ce qui est dans cette zone commerciale-là, est-ce que ça doit y rester? Alors c'est bien, on a compris qu'on voulait remettre des autres choses. Est-ce que c'est pas le moment pour en enlever? Est-ce qu'on les enlève pour les mettre ailleurs? Et dans ce cas-là, où? Parce que si on regarde, historiquement, le seul endroit, je dirais, qui bénéficiait aussi à la fois d'un effet historiquement, d'un effet de polarisation, d'un effet d'ancrage délocalisé et d'un effet de positionnement, de logique de positionnement sur des flux, c'est le centre-ville. Historiquement, c'est ça. Sauf qu'il s'est fait déposséder au fil du temps, notamment par le changement de pratique de mobilité. Donc peut-être que justement, c'est le moment de remettre le paquet en centre-ville. Un des problèmes du centre-ville à partir des années 80,
C'est qu'en gros, ils ont singé la périphérie. Ils ont essayé soit de faire la même chose, sauf qu'ils. Alors ça c'est la première option. On singe la périphérie. On fait la même chose, mais comme on est moins accessible, ça marche moins bien. Et qu'on a moins de place, c'est beaucoup plus coûteux à faire. Ou alors on essaie de monter en gamme. Mais si on monte en gamme, on réduit son aire de chalandise, on réduit parce qu'on mise sur de l'ancrage, on mise sur une clientèle particulière et on se coupe de la base, quoi. Et c'est comme ça qu'on a un certain nombre de centres-villes qui, notamment dans les villes moyennes, qui sont en crise, parce que justement, à un moment donné, ils se sont vus ils sont trop montés en gamme. Parce que, alors que la population a un fort pouvoir d'achat, généralement, dès qu'elle voulait monter en gamme, elle allait dans une ville plus grosse, elle allait à la métropole, elle n'allait pas forcément au centre-ville du coin. Donc, et en même temps, ils ne pouvaient pas tenir la comparaison en termes de polarisation, en termes d'attractivité, avec des grandes surfaces qui étaient illimitées en termes de place. Voilà, donc glissage de la zone de mixité, subdivision des zones existantes. Bon, ça, c'est les deux solutions qu'on a si on réfléchit avec la logique ZAN telle que nous est proposée. Mais comment on prend en compte les mobilités et quelle bonne localisation pour, en gros, optimiser l'usage de la ville. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, j'ai mis le doigt sur plein de problèmes. Je n'ai pas forcément apporté énormément de solutions. Mais tant qu'on ne met pas le doigt sur les problèmes, je dirais, on risque pas de trouver les solutions. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Des questions, oui. Alors, merci. Oui, bonjour. J'ai une question sur le commerce aujourd'hui, le commerce à distance, les plateformes logistiques. Comment ça va influencer sur ces zones commerciales aujourd'hui? Alors, le commerce à distance ou les plateformes logistiques? Les deux. Les deux questions. Les deux parce qu'elles sont liées. Pas forcément. Parce que en gros, la plateforme logistique, je veux dire, ça va correspondre à la localisation de zones d'activité. Donc là, il y a une logique qui est complètement décorrélée, je dirais, de la consommation. C'est-à-dire que quand on consomme sur Internet, on s'en moque un petit peu de savoir par quel entrepôt c'est passé. En revanche, l'Internet, contrairement à ce qu'on a pensé, je dirais, lors de sa mise en place, et puis jusqu'à peu près jusque vers 2015, n'est pas forcément une mauvaise chose pour donc tout ce qui est commerce traditionnel, petit commerce, etc. Mais est souvent plus une menace pour les périphéries. Bon, toute proportion gardée, c'est pas encore. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'émission de l'Internet, le seul endroit où on était sûr de tout trouver, c'était les zones commerciales périphériques. Aujourd'hui, il y a deux endroits où on est susceptible de tout trouver. Il y a la zone commerciale périphérique et encore mieux Internet. Parce qu'en gros, sur Internet, on a une offre quasi illimitée sur tout ce qu'on veut. Donc, d'autant qu'il y a eu une amélioration, je dirais, des livraisons, etc. Même si ça se fait au prix, là, très fort, je dirais, en termes logistiques, en termes, je dirais, en termes d'impact environnemental lié notamment au coût environnemental du dernier kilomètre. C'est-à-dire, en gros, entre non pas en gros la logistique elle-même, mais la logistique fine qui fait que le produit arrive directement jusqu'à chez vous. Donc, en soi, je veux dire, au départ, on a pensé que l'Internet allait être le coup de grâce pour les petits commerces. Et puis on s'est rendu compte que non, déjà parce que y a eu les logiques de points relais, etc., qui ont fait que certains petits commerces, au contraire, ont réussi à tenir un petit peu plus longtemps parce que il y a des gens qui venaient pour récupérer des colis. En termes financiers, ça leur rapporte pas grand-chose, mais ça leur permet d'avoir une meilleure lisibilité. D'autre part, je dirais, la vraie concurrence, elle se fait surtout, je dirais, avec les grandes surfaces, parce que c'est eux qui ont une largeur de l'offre très importante. Alors que souvent, je dirais, tout ce qui est commerce, petit commerce spécialisé, il va être sur des trucs de niche, etc., qui seront pour lesquels, je dirais, ils pourront plus facilement se différencier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ma question est la suivante.
dans nos commerces, dans nos courses, c'est quand même la partie alimentaire qui représente une partie importante. Hein, je Oui. pense, hein. Je vois se développer dans la génération de mes enfants et de mes petits-enfants un comportement qui vise à commander sur Internet tous les produits et aller chercher à ce que je ne sais plus comment ça s'appelle, ce système où vous passez chercher votre carton. Le votre... drive. Voilà. Bon. Ça, c'est le terme anglais, ça doit exister en français aussi. Non, on ne s'est même pas donné la peine de le traduire. Bon. Ça a un impact donc aussi sur le fonctionnement de ces surfaces. Voilà. Curieusement, non. Curieusement, non. Ça a notamment été étudié par une géographe qui s'appelle Delphine Pernaut. Ce que Delphine montre, en gros, c'est que d'une part, les localisations des drives sont à peu près comparables donc aux localisations des autres commerces. C'est-à-dire que souvent, les drives, ils se mettent à côté des hypermarchés ou des supermarchés existants. Donc, en termes de pratique de mobilité, vous allez quand même à la zone commerciale pour chercher vos produits. Alors, vous n'y allez pas à la même heure, vous n'y allez pas selon les mêmes temporalités. Souvent, en plus, vous allez quand même à l'hypermarché parce que vous avez oublié un truc au drive, et ainsi de suite. Donc, en soi, ça n'a pas eu l'impact qu'on pouvait penser. Et c'est d'ailleurs, il y a plus beaucoup de drive qui se développent en France parce que on est arrivé à saturation à ce niveau-là. Euh, alors, c'est pas à cause de la loi qui les a encadrés, puisque comme d'habitude, la loi arrivait une fois que le parc était déjà mûr. Mais là, c'est aux environs de 2015, c'est-à-dire qu'en gros, les drives ont été multipliés par 4 ou 5, je dirais, entre 2012 et 2015, et la loi date de 2016. Hein, donc, pas véritablement d'impact. C'est comme l'Internet. Parce que c'est nouveau, on pense que ça va changer la face du monde. Et dans la pratique, c'est très difficile de changer les habitudes des gens. En termes de lieu, alors en termes de type de façon de consommer, ça évolue peut-être un peu plus vite, etc. C'est comme au moment, je dirais, du Covid, lorsqu'il y a eu tout ce qui était livraison à domicile, voire aussi pour les métropoles, ce qu'on a appelé, je dirais, les dark stores, etc. C'est-à-dire ces magasins qui n'avaient pas de vitrine, hein, où il y avait euh, et qui étaient dédiés uniquement à la livraison directe à domicile. Ça fait économiquement, ça n'a pas tenu. Hein, ça a duré 2 ans et puis ça a disparu comme c'est arrivé. Oui, mademoiselle. Oui. Je sais pas où est le micro. C'est pas grave. Ouais, mais moi je vous entends, mais je suis pas sûr qu'au fond. Voilà. Au deuxième rang, s'il vous plaît. C'était à propos de la notion de Disneylandéisation, je crois que ça se dit comme ça, des espaces dont certains géographes parlent aujourd'hui, à propos des nouvelles zones commerciales qui sont construites avec l'idée de créer des pôles de loisirs et justement de commerce également, et qui en fait fonctionnent quand même plutôt bien. Et justement, est-ce que c'est vraiment ma question, une forme de mixité, même si c'est seulement loisir plus commerce, qui fonctionne par rapport aux objectifs pour lutter contre la France moche, dans la mesure où ce sont souvent des espaces où justement l'aspect esthétique est quand même assez pensé. On voit des aquariums, des parcs, des chemins, des promenades, etc. Alors, 2 choses. Initialement, l'expression Disneylandisation, elle ne renvoie pas au phénomène que vous décrivez. Elle renvoie davantage au fait qu'on est sur des choses très clinquantes, très visibles. Pour ce que vous appelez, là, c'est ce qu'on va appeler, je dirais, souvent des complexes ludo-commerciaux. Hein, donc, qui relient les éléments, ça a notamment été étudié, je dirais, à la fin des années 2000, je dirais, par une géographe qui s'appelle Nathalie Lemarchand. Là, c'est surtout un élément qui a permis de différencier des zones commerciales périphériques entre elles. C'est-à-dire que ça a été un élément discriminant. C'est-à-dire que à partir des années jusqu'aux années 90, on est sur une période de croissance. Donc, en gros, il y a plein de zones commerciales qui se développent. À partir des années 2000, ça marche beaucoup moins bien. Parce que la consommation des ménages n'augmente plus, la population augmente très peu, et les nombres de grandes surfaces continuent à augmenter.
dans la mesure où c'est toujours aussi facile de l'en faire. Donc il y a une forme de fuite en avant, et c'est le moment où il y a un certain nombre de choses qui sont testées, notamment la différenciation par la thématique, par l'ambiance, etc. Alors ça marche pour les très grands centres commerciaux de ce type, autour des métropoles, etc. Euh, c'est beaucoup moins, ça s'est pas encore répercuté sur les villes petites et moyennes. Et bon, et ça, là, il y a des destinées relativement variées, je dirais, selon les complexes en question. À l'origine, c'est un truc qui s'est développé notamment aux États-Unis. Hein, je veux dire, le mélange parc d'attractions, centre commercial, je veux dire, les montagnes russes dans le centre commercial, etc. C'est aujourd'hui ce qu'on va trouver dans des villes, des villes de pays émergents, notamment à Dubaï, etc. Hein, la piste de ski dans le centre commercial. Mais en soi, je dirais là, on est encore sur une politique de l'excès, donc de l'offre, donc de la polarisation au sens strict. Et là, faut avoir du pouvoir d'achat, faut avoir une très grande aire de chalandise, etc. Je crois que je... Ouais. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène de spéculation sur le foncier de la part de la grande distribution, notamment parce que effectivement, comme vous le disiez, la rentabilité de certains hyper était moindre et que ce foncier n'a fait qu'augmenter. Est-ce que on a vu des élus faire des ponts d'or aux enseignes pour revitaliser le territoire au nom de l'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas de la part de une partie spéculation foncière sur ces espaces? Pas spécialement, dans la mesure où la demande est beaucoup moins forte, y compris de la part des acteurs, parce que ils sont à la fois dans cette fuite en avant, et en même temps, ils s'observent de plus en plus les uns les autres. Il y a un mélange un peu paradoxal de fuite en avant et de prudence. Et du coup, il y a peut-être moins de choses déraisonnables qui se font par rapport à il y a 20-30 ans. On n'a plus de très gros centres commerciaux, de très gros projets comme on pouvait avoir dans les années 80-90. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais ils ont fait flop. Mais Europa City, notamment en région parisienne. Mais voilà, l'époque, la période n'est plus n'est pas trop à la spéculation à ce niveau-là. Bon, il n'y avait pas besoin, je pense. Ça fonctionnait sans ça. Je sais pas. Voilà, oui. Ah, qu'une dernière, donc. Oui, sur les grandes surfaces, là, c'est la fin des hypermarchés. Mon mari me disait, Auchan, par exemple, veut réduire ses surfaces. Oui. Donc, réduire une surface, c'est libérer des espaces. Comment ça peut évoluer, ça, de votre point de vue? Le plus souvent, hein, je veux dire, les grandes surfaces qui veulent limiter. Alors, effectivement, c'est Auchan qui montre, qui donne le tempo à ce niveau-là. Il y a deux façons. Hein. C'est soit tout simplement, je dirais, en limitant la surface de vente par rapport à la surface arrière, donc de réserve, etc. Parce que la réserve a souvent été jouée comme une variable d'ajustement, notamment pour un certain nombre de choses. Le but, c'est de diminuer les coûts d'exploitation. Soit il loue la partie qu'il supprime à une autre enseigne. Mais en soi, on ne va pas diminuer la surface marchande. C'est peut-être plus sur des petites, des grandes surfaces de taille réduite que sur des galeries de petites boutiques. On est plus sur cette logique, je dirais, de... Oui, d'accord. Voilà. Je vous remercie, alors on va rester là.